plaisir pour moi d'être ici présent à Laval, notamment pour donner une conférence sur un thème qui est juste passionnant, en tout cas un thème qui me passionne depuis maintenant presque une vingtaine d'années, qui est le sujet de la prévision. J'ai envie de dire, depuis que l'homme est homme, il a toujours essayé de savoir de quoi sera fait son avenir, de quoi sera fait demain. Et pour cause, si on est en mesure de savoir de quoi sera fait demain, on est en mesure de s'y préparer, on est en mesure de se protéger par rapport à des catastrophes qui pourraient subvenir, on est en mesure de saisir des opportunités qui vont se présenter, ou de façon beaucoup plus classique, on est en mesure d'être beaucoup plus efficace dans son quotidien. Et c'est pour ça que la prévision, ça représente un enjeu énorme pour les entreprises. C'est un vrai différenciant compétitif entre les entreprises. Je ne sais pas directement, merci. Voilà. Je travaille donc pour Veka. Donc Veka, c'est un éditeur français qui édite une solution d'optimisation et d'automatisation des approvisionnements. Donc c'est une solution qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui s'appuie sur de la prévision. Depuis maintenant 14 ans, on accompagne des PME, des PMI, des grands groupes, des entreprises du CAC 40, dans la transformation digitale de leur supply chain. Et au sein de Veka, j'ai donc un rôle de Customer Success Manager, c'est-à-dire que je suis responsable du succès d'un portefeuille de projets, et ce succès passe notamment par le fait de démontrer que concrètement, notre projet de supply chain, notre projet de prévision, génère de la valeur pour l'entreprise, un réel impact sur le compte de résultat de l'entreprise, parce que c'est ça qui compte. Au cours de cette conférence, donc on va parler prévision. Le sujet de la prévision, c'est extrêmement large. On a 30 minutes, on ne va pas pouvoir tout dire. Je pourrais vous faire une liste à l'après-vert de tout un tas de choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire sur un projet de prévision. Je pense que c'est pas ce qui vous intéressera. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéressera moi. Vous n'avez pas forcément besoin de ça parce que c'est des informations qui sont totalement accessibles et qui sont pour la plupart très connues déjà. En revanche, j'ai choisi de prendre le contre-pied total et je ne vais pas vous parler de plein de points, je vais vous parler de 2 points uniquement. Mais ces 2 points, ils sont totalement méconnus des entreprises, pour ne pas dire totalement inconnus. Pourtant, ces 2 points représentent un enjeu fondamental parce que c'est ça qui fait la différence entre un projet de prévision qui va générer de la valeur et un projet de prévision qui va occuper des équipes, qui va consommer des ressources sans jamais générer de la valeur ou en générer au final très très peu. Donc au cours de cette conférence, on va essayer de bousculer quelques idées reçues. On va challenger quelques éléments qui sont considérés comme des normes dans cette industrie, avec un objectif personnel, c'est que vous sortiez de cette conférence avec une vision rafraîchie de ce que sont les réels enjeux de la prévision de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une bonne prévision? Alors vous allez me dire, c'est très facile. Une bonne prévision, c'est une prévision qui se réalise comme on l'avait annoncé. Si demain on annonce 25 degrés à Laval avec un beau ciel bleu, et que demain il fait 25 degrés à Laval avec un beau ciel bleu, cette prévision était parfaite. Par contre, on est tous d'accord pour dire que si demain il neige, la prévision était juste pourrie. Et entre les deux, on a 50 nuances de gris, une gradation qui nous permet de mesurer une sorte d'échelle de qualité de la prévision. Souvent, on compare la prévision au tir à l'arc. Vous avez sans doute déjà vu ces illustrations. L'archer, c'est le prévisionniste, la prévision, c'est la flèche, et la cible, ou du moins le cœur de cible, c'est l'élément qu'on cherche à prévoir. Et la qualité de la prévision, c'est la distance qui sépare la flèche du cœur de cible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au tir à l'arc, peu importe la position de la flèche, que vous soyez à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, seul compte la distance vis-à-vis du centre. C'est comme ça qu'on gagne au tir à l'arc. Alors vous n'êtes peut-être pas tous des archers émérites, mais je pense que tous, au moins une fois dans votre vie, vous avez expérimenté un autre sport qui est les fléchettes. Quelle est la différence majeure, selon vous, entre les fléchettes et le tir à l'arc? Alors, il y a beaucoup de différences, vous allez me dire. Mais qu'est-ce qui ferait qu'un très bon archer serait un bien piètre joueur de fléchettes? Alors, en tout cas, la différence à laquelle je veux faire référence, c'est le système de scoring, la façon dont on va comptabiliser les points. Si on met les deux cibles côte à côte, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Au tir à l'arc, on a dit, on a ces cercles concentriques, la position de la flèche ne nous intéresse pas. Ce qui nous importe, c'est d'être proche de la cible. Aux fléchettes, c'est pas ça du tout. On a différentes zones et chacune de ces zones nous apporte différentes récompenses, différents points. Bien évidemment, aux fléchettes, si vous tapez dans le mille, vous gagnez beaucoup de points. Mais c'est aussi une zone qui est extrêmement dangereuse. Un mini écart et vous tombez dans une zone qui vous rapporte 1 point. Je vais vous donner une astuce, si vous voulez gagner aux échecs, c'est surtout pas le centre qu'il faut viser. Il faut viser des zones qui statistiquement ont plus de chances de vous rapporter des points. Notamment, il y a cette zone qui est en bas à gauche, le 16, 7, 19.
c'est un trio, c'est un tiercé gagnant, si vous voulez épater vos amis aux fléchettes. Mais en tout cas, c'est une zone qui est tolérante à l'erreur. Donc même si vous n'êtes pas 100% fiable, en visant cette zone, vous allez marquer des points. Et c'est votre objectif aux fléchettes, c'est comme ça qu'on gagne. Donc pour gagner aux fléchettes, la meilleure stratégie, on le retient, c'est pas de viser le centre, c'est de viser les zones qui rapportent des points. On garde cette idée en tête parce qu'on va revenir sur cette notion. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure la prévision en entreprise? On utilise une métrique qu'on appelle la forecast accuracy. C'est une métrique qui, comme au tir à l'arc, mesure la distance, l'erreur qu'on commet entre notre prévision et la réalité qu'on cherchait à prédire. Il y a des dizaines de métriques, de dizaines de formules utilisables pour la forecast accuracy. Et pour la petite histoire, beaucoup se contredisent entre elles. Elles insistent toutes sur des typologies d'erreurs différentes. On a la MAD, la MAPE, la WAPE, la WMAPE, tous des acronymes, et ils ont tous un A à l'intérieur. Ce A, il signifie absolute, valeur absolue. Ça signifie que lorsqu'on mesure l'erreur, on se désintéresse totalement de son signe, qu'on est surestimé, sous-estimé, c'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est la distance, l'erreur absolue. Mais revenons aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on fait de la prévision en entreprise? Est-ce que c'est pour avoir une fiabilité sur le fait d'annoncer quelque chose? Non. Aujourd'hui, si on fait de la prévision d'entreprise, c'est pour nous aider à prendre de meilleures décisions. C'est pour ça qu'on fait de la prévision. La prévision elle-même, elle n'a pas de valeur. Sauf si vous êtes Météo France et que vous vendez votre prévision auprès d'entreprise. Mais sinon, cette prévision, ce n'est qu'un calcul intermédiaire. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de prendre de meilleures décisions. Et ça nous amène à avoir un regard tout nouveau sur la toute première question de départ. Qu'est-ce qu'une bonne prévision? Est-ce que c'est nécessairement la prévision la plus fiable, celle où on va taper dans le mille de la cible? Pas du tout. Pas nécessairement. La meilleure prévision d'entreprise, c'est avant tout celle qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions. À ce stade, normalement, vous êtes encore un peu sceptique et vous vous dites tout ça est bien philosophique, on débat sur des mots, mais quel est l'impact? Alors, pour rendre les choses plus concrètes, on va revenir à un exemple très simple, on va reparler de la météo, puis on va lui associer une prise de décision. Je regarde ma météo, et en fonction de ce qui est annoncé, je décide si je prends ou non un parapluie. Prise de décision très simple. Si la météo m'annonce que demain, je vais avoir une pluie modérée, quelques petits crachats dans la journée, je vais prendre mon parapluie. Et si demain, elle a fait une grosse erreur, c'est un véritable déluge sur la vallée, et bien, en termes de forecast accuracy, ma prévision aura été pourrie. Pourtant, en termes de prise de décision, ma prévision était totalement adaptée. Elle m'a permis de prendre un parapluie, je suis rentré chez moi sec. Si à l'inverse, ma prévision m'annonce que demain le ciel va être couvert, il y a des menaçants mais que ça ne pleuvra pas, et que le lendemain on a un léger crachat. En termes d'erreur de forecast accuracy, c'est pas grand chose, on ne s'est pas trompé de beaucoup. Par contre, j'ai pas pris mon parapluie, je suis rentré chez moi trempé et j'étais pas content. Donc ça, clairement, dès lors qu'on a une prise de décision, la qualité d'une prévision, elle doit se mesurer au travers de la qualité de la décision qui est prise. Ça, c'est un point vraiment essentiel. La fiabilité, la forecast accuracy en tant que telle, en entreprise, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ça qui doit nous motiver. Or, aujourd'hui, toutes les approches qu'on trouve en entreprise, elles partent d'un même principe. Meilleure est ma forecast accuracy, meilleure est ma prévision. Meilleure est ma prévision, meilleures sont mes décisions. Meilleures sont mes décisions, meilleures sont les conséquences pour mon entreprise. C'est aujourd'hui considéré comme un fait, comme une vérité absolue. Pour autant, c'est pas le cas. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de papiers scientifiques qui ont été publiés sur la question, qui se sont intéressés aux liens qui existent entre la fiabilité, la forecast accuracy et la réelle contribution à la valeur. Et elles ont toutes abouti à la même conclusion. C'est que ce lien, il est loin d'être aussi évident qu'on l'imagine. Mais le problème, c'est que ces publications sont totalement méconnues des entreprises qui continuent de s'appuyer plus ou moins aveuglément sur cette notion de forecast accuracy. Alors pour aider à mettre tout ça en évidence, chez Leka, on a mené une étude, nous aussi. Alors, dans le monde réel, par exemple en supply chain, lorsqu'on fait une prévision, souvent, c'est pour optimiser des stocks. On prend des décisions d'approvisionnement, des certains niveaux de stock. Et ça génère des coûts pour l'entreprise. Des coûts de possession de stock, des coûts de rupture de stock si j'en ai pas assez. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un jumeau numérique qui modélise exactement cette prise de décision et l'évaluation des coûts. Et puis ce jumeau numérique, on l'a nourri avec des prévisions, avec différentes prévisions. On s'est tourné vers une compétition fort connue des prévisionnistes, qui est la compétition M5, qui est une compétition internationale où des prévisionnistes du monde entier se sont challengés pour générer les meilleures prévisions dans un contexte retail pour Walmart. On a 10 magasins, 3049 articles, 28 jours de prévision, et on a 75 prévisions différentes qui ont été rendues publiques. Au total, ça fait à peu près 63 millions de prévisions différentes.
Donc on a pris ces prévisions, on les a injectées dans notre digital twin, et puis on a mesuré la forecast accuracy de ces prévisions, et puis on a mesuré le coût généré par ces prévisions, puis on a essayé de mesurer la corrélation entre les deux. Est-ce qu'effectivement ce lien existe et est présent? Ce qu'on a mesuré, ce qu'on a obtenu, c'est ça, 25%. 25% de corrélation entre la fiabilité, la forecast accuracy, toutes métriques confondues, et la prise de décision finale. Et ça, c'est ultra grave. Ça veut dire que vous pouvez améliorer votre forecast accuracy, en être ravi, et à cause de cela, prendre des décisions qui sont bien pires pour votre entreprise. Ça veut dire que vous pouvez dégrader votre forecast accuracy et à cause de ça vous faire virer, et grâce à cela, avoir de meilleures décisions pour votre entreprise. Est-ce que vous seriez à l'aise de conduire un véhicule dont les roues sont corrélées à 25% avec le volant? Vous vous tournez à droite et le véhicule va tout droit ou à gauche, c'est aléatoire. On refuserait de monter dans un tel véhicule. Pourtant, aujourd'hui, c'est comme ça que sont pilotées nos entreprises, dès lors où il y a une dimension de prévision, parce qu'on s'appuie sur cette forecast accuracy. Alors vous vous dites, mais comment c'est possible? Parce que c'est quand même gros tout ça. Alors on va prendre un exemple. Comment c'est possible? Ça c'est vous. On va prendre un exemple. Imaginons, donc on reprend, alors il y avait également une animation, donc je vais vous décrire étape par étape, hein. Mais imaginons qu'on prenne une décision d'approvisionnement et qu'on fasse 10% d'erreur. Sur la partie haute, on regarde juste la forecast accuracy. On a deux cas, 10% d'erreur en trop, 10% d'erreur en sous-estimation. On aura exactement la même forecast accuracy. On a dit, ce qui nous intéresse, c'est la valeur absolue. Alors, que ce soit positif ou négatif, la métrique ne nous aidera pas. En revanche, si on regarde la balance des décisions en dessous, ça n'a rien à voir. Si on a surestimé de 10%, admettons qu'on a peut-être 10 000 € de stock en trop, bah ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences que si on manque de produits. Si on a 10 000 € de stock en trop, ce stock, bah, c'est du BFR supplémentaire, c'est du stock pour lequel il va falloir trouver une place, il va falloir l'assurer, il y aura peut-être de l'obsolescence sur ce stock. Tout ça, ça a un coût. En règle générale, c'est estimé à 20 à 30% par an de la valeur d'achat. Donc ça veut dire que ça vous coûte 40 à 60 € par semaine. En face, si vous avez le cas inverse, si vous avez sous-estimé la prévision de l'ordre de 10%, et que vous margez 50% pour faire ça dans les calculs, ça veut dire que vous avez perdu 20 000 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous avez déçu vos clients, ça veut dire que vous avez perdu 10 000 € de marge brute. D'un côté, 10%, dans les deux cas, vous avez 10% d'erreur, la même forecast accuracy, mais des conséquences qui n'ont rien à voir. On comprend vraiment que la forecast accuracy est conséquence de la décision, valeur pour l'entreprise, c'est deux notions qui sont totalement séparées. Et on ne peut pas optimiser la FA en espérant optimiser ces décisions dans l'entreprise. Alors ça c'est intéressant, mais pour quel gain, me direz-vous? Ben pour le déterminer, on a continué notre étude sur les coûts d'approvisionnement avec la compétition M5, et on a pris chacune des métriques de FA. Pour chaque métrique de FA, on a choisi les 5 meilleures prévisions d'après cette métrique, et puis on a estimé quels étaient les coûts moyens. Voilà, donc voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Et évidemment, on a ajouté une nouvelle métrique, celle qui est tout à droite, qui est une métrique qui, elle, simule la décision, tient compte des potentielles conséquences en termes de coûts. Et ce qu'on remarque, c'est dès lors où on quitte la FA et qu'on se met à optimiser ce qui est réel, ce qu'on cherche vraiment à optimiser dans l'entreprise, eh bien on peut vraiment changer la donne, et notamment, en l'occurrence, avoir 10 à 35% d'économie sur les coûts d'approvisionnement, donc un impact considérable. Donc si on conclut sur ce premier point, si vous souhaitez améliorer votre performance, et si vous pensez le faire au travers de la prévision, c'est un excellent choix. C'est vraiment un bon levier. C'est pas le seul, on va le voir juste après, mais c'est un très bon choix. Maintenant, vous devez faire un choix. Et n'oubliez pas, vous êtes des entreprises. Votre objectif, ce n'est pas la fiabilité, même si c'est ce que dit la norme, même si c'est comme ça que tout le monde mesure la qualité d'une prévision, c'est pas votre objectif. Votre objectif, vous, c'est de prendre de meilleures décisions, et c'est le seul et unique moyen pour vous de juger de la qualité d'une prévision. Alors maintenant, on l'a dit, si vous voulez améliorer votre performance, la prévision c'est un axe, mais c'est pas le seul. Il y en a un deuxième, et ce deuxième levier, dans beaucoup de contextes, il est même encore plus efficace que de travailler purement sur la qualité de la prévision. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit d'accepter la réalité. L'avenir, il est incertain. L'avenir, il n'est pas écrit à l'avance. Et quand on dit ça, en fait, ça change tout. Ça change quoi? Ça change l'objectif de la prévision. On ne va plus écrire une prévision ou générer une prévision en vue de décrire ce qui va se passer demain. On ne saura jamais. On va plutôt générer une prévision en vue de décrire ce qu'il pourrait se passer demain.
Et ça, c'est extrêmement pertinent parce que le futur, il n'est pas écrit à l'avance, c'est toute la poésie de la vie. Rien n'est écrit à l'avance. Si vous prenez ne serait-ce qu'un dé, vous mettez les meilleures équipes de data science du monde, vous mettez les algorithmes les plus puissants, vous n'aurez jamais qu'une chance sur 6 de prédire ce qui va se passer. Alors en entreprise, on ne cherche pas à modéliser des phénomènes qui sont totalement aléatoires, fort heureusement, mais les phénomènes qu'on cherche à modéliser ont une composante aléatoire, et on ne peut pas la nier. Or aujourd'hui, à quoi ressemble votre prévision? Elle ressemble à ça. Elle ressemble à un chiffre unique. C'est ce qu'on appelle un point de prévision, ou une prévision déterministe. On décrit le futur, en fait, comme on a l'habitude de décrire le passé. La semaine dernière, j'en ai vendu 42, la semaine prochaine, je vendrai 42. Sauf que c'est des objets qui n'ont pas du tout la même nature. Le passé, il est écrit dans le marbre, le futur, non. Et en fait, quand on dit que la semaine prochaine, on va vendre 42, ce qu'on fait, c'est un pari. En fait, ça n'est qu'un scénario. Si votre prévision est bien faite, c'est le scénario le plus probable, mais ça ne reste que l'un des innombrables scénarios possibles. Et en général, si la prévision étant bien faite, vous avez une chance sur deux que ce soit plus que 42 ou que ce soit moins que 42. Et les chances que exactement 42 se produisent sont très très faibles. Par exemple, si ça suit une distribution de poissons, je me suis amusé à calculer, ça ferait 6% de chance. C'est-à-dire que 42, vous avez 6% de chance seulement que demain vous en vendrez 42. Vous avez 94% de chance que ce soit autre chose. Alors vous allez me dire, vous n'allez pas me dire ça tout de suite parce qu'il y avait quelque chose à dire avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui les prévisions elles sont autant décriées en entreprise. Ça ne se passe jamais exactement comme prévu. Et l'information la plus intéressante, ben, au final elle n'est pas là. L'information la plus intéressante, c'est qui pourrait vous aider à prendre de bonnes décisions, c'est 42 plus ou moins quoi. Vous n'allez pas prendre les mêmes décisions si c'est 42 plus ou moins 1 ou si c'est 42 plus ou moins 42. Mais cette information, vous ne l'avez pas. Et c'est là que vous allez me dire, mais en fait, pourtant on arrive aujourd'hui à prendre des décisions en entreprise et puis bon, ça fonctionne quand même. C'est vrai parce que nos entreprises sont résilientes. Elles ont mis en place des mécanismes pour se protéger. Elles savent très bien que le forecast ne va pas se réaliser tel que prévu. Il y a plein d'aléas et du coup il faut se protéger. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles prennent un petit peu de sécurité. Elles viennent ajouter un coussin de sécurité qui va permettre d'amortir le choc lorsqu'on se trompe. Cette sécurité, elle peut être définie de plusieurs façons. Elle peut être définie de façon très empirique, par expérience. Je vais garder 3 semaines de stock au cas où. Par expérience, ça marche bien. Ou alors, elle peut être définie de façon plus mathématique. Mais dans les deux cas, ça n'est qu'un palliatif. On vient juste pallier au fait que la prévision ne nous a pas donné l'information peut-être la plus intéressante, quelle est l'incertitude. Est-ce que c'est grave de faire ça? Oui et non. Non, c'est pas grave de faire ça, c'est pas grave de créer un coussin de sécurité, parce que le futur est incertain. Donc on a besoin de prévoir le pire, de se protéger. Mais oui, c'est grave dans la façon dont on vient calculer cette sécurité. D'un côté, on va calculer une prévision de façon ultra fine, on va la travailler quotidiennement pour qu'elle vraiment elle modélise ce qui va se passer demain le plus précisément possible. Et puis à côté, on va calculer un gros stock de sécurité qu'on va mettre un jour, une fois tous les 36, en se basant sur ce qui s'est passé depuis un an, quelque chose de très moyennisant qui est totalement inadapté au final à la réalité de l'incertitude qu'on aura demain. Et également, quand on définit ce stock de sécurité, confère le premier point qu'on a vu juste avant, à aucun moment on tient compte des enjeux, des conséquences de cette décision pour l'entreprise. Et donc, c'est peut-être mathématiquement une façon optimale de se sécuriser par rapport à la demande à laquelle on est confronté, mais d'un point de vue, du point de vue de l'entreprise, ça ne répond absolument pas à ces enjeux. Je ne suis pas en train de jeter la pierre aux équipes qui définissent ces stocks de sécurité. Elles font un excellent travail, c'est juste qu'elles n'ont pas le choix de fonctionner comme ça, parce qu'il leur manque des informations. Sauf qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et ce mieux, ça a un nom, ça s'appelle l'approche probabiliste. Alors c'est quoi cette bête-là, une prévision probabiliste? Une prévision probabiliste, c'est pas un chiffre unique, c'est pas un scénario unique. Au contraire, une prévision probabiliste, elle va vous décrire tous les scénarios possibles, et pour chacun de ces scénarios, elle va vous donner les probabilités que ça se produise. Si vous lancez 2 fois un dé, voilà la distribution de probabilité que va vous donner une prévision probabiliste. Une prévision dite déterministe, elle vous dirait, demain ce sera 7. Le résultat du lancer de dés, ce sera 7. Une prévision probabiliste, elle va vous dire, certes, vous avez une chance sur 6 de faire 7. Mais vous avez aussi 5 chances sur 6 de faire 6 ou 8. Vous avez une chance sur 9 de faire 5 ou 9 et ainsi de suite. Vous allez vraiment avoir une description précise de tout ce à quoi vous pouvez être confronté. Et là encore, on est sur une distribution qui est tout à fait normale. Dans la réalité, on a des cas qui sont bien plus complexes. Et d'ailleurs, ça saute aux yeux que, notamment au travers de la médiane, qui retranscrit généralement ce que serait la prévision déterministe, on se rend compte que cette prévision déterministe, il lui manque plein d'informations. Et que quand on a ce point au milieu, on est bien loin de comprendre à quoi est-ce qu'on va être confronté.
Et comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision à partir de cet objet? En fait, c'est très simple, beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Avec la petite animation qui allait, c'est encore plus simple, mais je vais vous la décrire. On va mettre en face de cette distribution de probabilité, de cette prévision probabiliste, on va mettre en face tous les choix, toutes les décisions qu'on peut actionner. Et pour chacune de ces décisions, on va évaluer son coût potentiel. Si je choisis de ne pas réapprovisionner, j'ai X% de chance de manquer 0 vente, ça va me coûter autant. J'ai Y% de chance de manquer 5 ventes, ça va me coûter autant. J'ai Z% de chance de manquer 42 ventes, ça va me coûter autant. On fait ça pour chacune des décisions, on calcule en fait son espérance de coût. Et au final, ça nous permet de sélectionner parmi toutes les décisions qu'on a face à nous, celle qui est le plus adaptée compte tenu de l'incertitude. En l'occurrence, là, c'est la décision de réassortir 60 pièces, dans cet exemple. Et en faisant cela, enfin, on prend une décision qui tient compte de la notion de sécurité. On ne va pas chercher 42, on va chercher 60. Qui tient compte de l'incertitude du moment, pas d'une incertitude moyenne dans le passé. On considère tous les futurs possibles et on tient compte des réels enjeux de l'entreprise. On a une décision qui est beaucoup plus raisonnée. L'avenir, il est incertain. Pourtant, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on prenne une décision aujourd'hui. Quelle est la meilleure décision à prendre, sachant que je sais ça, mais que je ne sais pas cela? La réponse à cette question, c'est la décision probabiliste. C'est à ça que ça sert. Et ça, c'est ce qu'on fait tous, vous et moi, tous les jours. De façon tout à fait naturelle, de façon inconsciente même. Vous voulez vous rendre à Paris. Vous avez différentes options. Je prends la voiture, je prends le train. Vous avez différents coûts associés à ces options. Le coût du billet, le coût du gasoil, le coût du péage. Vous avez différentes incertitudes. Et ces incertitudes, ce n'est pas une incertitude moyenne. Il y a une incertitude bien plus grande si j'arrive sur le périph' aux heures de pointe. Si je suis un jour de chassé-croisé sur l'autoroute, que si je vais sur Paris en roulant de nuit. Évidemment, ce n'est pas du tout la même configuration. Et puis on a aussi des conséquences qui ne sont pas les mêmes en fonction de nos enjeux, nos fameux enjeux de l'entreprise. Si je vais à Paris parce que j'ai un super rendez-vous que je ne peux pas manquer avec un client essentiel, il ne s'agit pas que j'arrive en retard. Le coût d'arriver en retard est énorme pour moi. Si maintenant je vais à Paris pour visiter pour la 25e fois Montmartre, je peux me permettre d'arriver une heure de retard, ça ne va pas changer ma vie. Donc comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision quand on est face à ça? Tout naturellement, on pèse les pour, les contre, on tient compte des risques, des conséquences, des enjeux, et puis on va peut-être décider d'arriver 2 heures plus tôt pour notre super rendez-vous, parce qu'on veut être sûr de ne pas arriver en retard. Et peut-être même si le rendez-vous est extrêmement important, qu'on va prendre un hôtel et qu'on va arriver la veille. Parce que c'est la sécurité qu'on aura jugée adaptée à notre besoin. Parce que ce qu'on fait tous naturellement, vous et moi, nos enfants, nos grands-parents, en permanence, c'est ce que nos entreprises doivent apprendre à faire pour prendre de meilleures décisions. Alors vous vous dites peut-être, c'est certes peut-être mieux modélisé, etc., mais ça a surtout l'air d'être une grosse usine à gaz. C'est beaucoup plus complexe de prendre une décision dans un contexte pareil. Alors c'est vrai que les probabilités, on n'utilise pas des mathématiques classiques, hein, on n'additionne pas des probabilités comme on additionne des chiffres. C'est vrai aussi qu'Excel ne sait pas gérer ça. En Excel, dans une cellule, vous saisissez un chiffre, vous ne saisissez pas une distribution de probabilité. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué pour l'humain. Ça veut juste dire qu'il faut s'appuyer sur des outils différents, des outils qui ont été conçus autour de cette notion même de probabilité et qui vont permettre d'outiller les utilisateurs. Alors reste une question, qu'est-ce qu'on peut en espérer comme gain? C'est peut-être la question. Pour vous répondre très concrètement, on va revenir, ça c'est quel qu'on peut espérer comme gain. Pour vous répondre, on va revenir à l'expérimentation qu'on a faite avec la compétition M5 et ce fameux double digital. Vous vous souvenez de l'expérimentation? Ce qui est génial avec la compétition M5, c'est qu'il y avait 2 tracks. Je vous ai parlé des prévisions déterministes et de la façon dont on les a exploitées. Il y avait également un track probabiliste. C'est-à-dire qu'on a devant nous des dizaines de prévisions probabilistes qu'on peut exploiter et simuler. C'est ce qu'on a fait, vous vous en doutez bien. Et voici ce qu'on a obtenu en termes de résultats. Donc ça, ce sont les résultats sur la partie gauche, avant la grosse barre verte qui représente les résultats déterministes, ceux qu'on a vus tout à l'heure, les 10 à 35% d'économie. Les résultats du probabiliste, c'est la dernière barre verte. C'est-à-dire qu'on est en mesure de générer un gain de 21 à 48%, de diviser par 2, dans les cas les plus intéressants, les coûts d'approvisionnement, les coûts des décisions. Donc dans ce contexte d'étude, vraiment l'approche probabiliste a montré que de très loin, elle dépassait les meilleures des meilleures prévisions déterministes. On arrive tout doucement à la fin de cette conférence, donc il est temps de conclure. Comme on l'a dit en intro, la prévision c'est quelque chose qui fascine. Ça nous fascine depuis toujours, et puis prévoir c'est un avantage compétitif essentiel pour nos entreprises. En prévision, comme dans beaucoup d'industries, il y a des normes. Il y a des normes qui se sont établies avec le temps,
Il y a des normes qui sont aujourd'hui acceptées par tous comme des vérités absolues et qui, en tant que telles, ne sont quasiment jamais remises en cause. Parmi ces normes, il y a 99% de normes qui sont totalement pertinentes. Mais il y en a quelques-unes qui mériteraient bien d'être remises au goût du jour, remises en perspective, parce qu'elles ne sont pas nécessairement adaptées à la réalité. Et donc il faut changer de perspective. On a partagé 2 conseils, 2 idées pour le faire. Des choses qu'on entend rarement, des choses qui pourtant font vraiment la différence entre un projet qui réussit et un projet qui coûte de l'argent. Le premier conseil, c'était de... Alors la police a un peu sauté, mais c'était de résister à l'envie d'aborder un projet de prévision sous l'angle de la prévision. Parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse dans la prévision. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle nous permette de prendre de meilleures décisions. C'est ça qui génère de la valeur pour notre entreprise. Alors que mesurer sa fiabilité, soyons francs, ce n'est pas ce qui nous concerne en entreprise. Le deuxième conseil qu'on a vu, c'est le futur est incertain, acceptons-le. Arrêtons de vouloir à tout prix le réduire, le simplifier à un scénario unique. Il n'est pas écrit à l'avance. Et puisqu'on doit prendre des décisions alors que rien n'est écrit à l'avance, qu'il y a plein d'incertitudes, eh bien, évaluons objectivement les différentes options qu'on a sur la table, regardons les différents scénarios qu'on a face à nous et prenons la décision qui est la plus... Faisons un choix éduqué. Ne faisons pas un pari. Je pense qu'en entreprise, les enjeux sont trop importants pour qu'on accepte de jouer la roulette russe. Et enfin, tout ce qu'on a évoqué là, c'est pas réservé aux grands groupes. Les outils qui permettent d'implémenter cette technologie, de s'appuyer, sont existants, ils sont disponibles, packagés, simples d'utilisation, et ils sont accessibles à un très large panel d'entreprises, à commencer par des PME et des PMI. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des réseaux de pharmacies, des pharmacies de quartier, qui utilisent cette technologie pour optimiser leur approvisionnement, pour même l'automatiser. À la clé, une optimisation de leur BFR, un meilleur chiffre d'affaires, un meilleur service à leurs clients. Au moment même où on parle, il y a des entrepôts logistiques, je ne vous parle pas d'Amazon, je vous parle d'entrepôts logistiques à taille humaine, à l'échelle d'une ville, de quelques dizaines d'employés à peine, qui utilisent cette technologie pour mieux dimensionner leur équipe et mieux planifier l'activité de la semaine. Donc c'est totalement accessible. Alors aujourd'hui, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir, et c'est à vous seul de choisir ce que vous voulez faire de cette conférence. Est-ce que vous voulez en faire un non-événement, c'est votre droit, ou est-ce que vous voulez en faire la première étape vers une approche de la prévision qui soit enfin adaptée aux réels enjeux de votre entreprise? Merci.